2026. Alors comme d'habitude, quelques annonces préliminaires sur le programme à venir. Une visite de l'hôtel de ville de Saint-Mandé va être organisée le 25 octobre à 14h30. Donc c'est une visite qui est organisée par l'Office du tourisme. Et le guide, alors ça sera moi-même. C'est un peu bizarre de présenter ça ainsi. Donc c'est un événement, je relayerai l'information à ceux qui reçoivent nos mails habituellement. C'est un événement organisé par l'Office du tourisme. Donc c'est la billetterie qui est gérée par l'Office du tourisme, mais je vous enverrai le lien pour celles et ceux qui sont intéressés. Je crois que le tarif doit être à 5 ou 8 euros, mais il y a quelque chose comme ça. On aura je le fais un peu dans le désordre, mais on aura une visite du musée d'art moderne de Paris le 13 décembre par Éric Parmentier, historien de l'art. Et puis, on aura évidemment, alors pour les adhérents, vous avez dû recevoir une invitation dans votre boîte aux lettres au vernissage de l'exposition Salles obscures, mémoire vive, l'épopée des cinémas à Saint-Mandé. Donc, carton d'invitation pour le vernissage. Et puis, le programme détaillé des 2 semaines autour de l'exposition, donc c'est-à-dire la table ronde en présence des directeurs de cinéma Le Vincennes et le Méliès sur qu'est-ce qu'animer une salle de cinéma aujourd'hui au XXIe siècle, les enjeux de l'exploitation. On aura une conférence par l'arrière-petit-neveu des frères Lumière, Marc Durand, qui vient avec une comédienne pour nous parler des débuts du cinématographe. Donc vous voyez qu'avec notre programmation, on arrive à couvrir avant les salles de cinéma et après les salles de cinéma, donc aujourd'hui. Et puis, autour de l'exposition, on aura également des ateliers pour les enfants à partir de 8 ans. On aura 3 visites guidées avec quelques surprises, puisqu'on organisera des projections sur appareil de 1915. Et puis, on aura, j'oublie quelque chose, on a les visites, et on est surtout l'invité d'honneur du cinéma Le Vincennes, qui a le plaisir d'organiser un ciné-club spécial exploitation salle de cinéma à Vincennes, et qui portera sur un film d'Ettore Scola de 1977, Splendor. Donc ça, c'est assez chouette. 1983, excusez-moi. C'est parce que j'ai vu un autre film d'Ettore Scola au Ciné-Club de Vincennes mardi dernier, qui était de 77. Je tiens à remercier, alors peut-être juste une petite information complémentaire. On va changer un peu nos habitudes. Cette fois-ci, on va recommander vivement à tout le monde de réserver ses places pour le programme intégral de l'exposition, puisque la jauge est limitée. Nous ne serons pas à Cresco, mais en salle des mariages à l'hôtel de ville de Saint-Mandé. Et donc, du coup, on a une jauge réduite à 100 places par événement. Et pour les visites, il y aura 3 visites, 20 places par visite. Et puis pour le vernissage, c'est sur carton d'invitation. Donc, avant d'ouvrir à la population de manière un peu plus générale, début novembre. Je remercie les équipes du Cresco et notre régisseur, Laurent, ici présent, qui fait opérer la magie. Merci, Laurent. Je remercie également l'Association pour la sauvegarde de la petite ceinture ferroviaire de Paris, qui tient un stand d'information en haut des marches, et je vous invite tout à l'heure à aller les voir, puisque on aura l'occasion de vous distribuer un peu de documentation si vous êtes intéressés, et ils vous feront part de leur programme pour les semaines et les mois à venir. Je tiens également à remercier Jean-Nicolas, qui est à côté de moi, qui, et évidemment, je n'ai pas pensé à les prendre avec moi, ces ballots, elles sont là-haut. Est-ce que quelqu'un peut me descendre la pochette blanche? Évidemment, c'est pas drôle. Alors, je tiens à remercier Jean-Nicolas, qui est par ailleurs photographe professionnel et qui, avec l'autorisation de Monsieur le maire, est descendu avec nous au mois d'avril pour photographier le chemin de fer de Vincennes, et qui a eu la gentillesse de bien vouloir, nous offrir 2 tirages exceptionnel des quais du RER A à Saint-Mandé, au niveau des quais de l'ancienne gare, offert à l'association. L'association a pris la décision d'offrir l'un des 2 clichés à la mairie de Saint-Mandé dans les jours à venir, pour rejoindre le fonds d'art local. Et puis le deuxième cliché sera pour l'association. Donc je tiens à te remercier pour ces clichés qui sont extraordinaires. Et on vous partagera peut-être une estampillée, mais une petite photo en version numérique en basse définition pour que vous puissiez apprécier, parce que là c'est un petit peu loin. Merci. Alors, Jean-Nicolas, donc du coup, vous êtes historien de formation, comme je l'ai dit également photographe, et vous êtes secrétaire général de l'association de sauvegarde pour la petite ceinture, passionné donc de chemin de fer évidemment, on va le voir tout de suite, et vous allez nous parler de la ligne de Vincennes, ouverte en 1859, appelée aussi ligne de la Bastille, dont l'une des gares était située à Saint-Mandé,
et qui sera en partie fermée à la circulation en 1969 avec l'ouverture du RER A qui a pour embranchement Saint-Mandé. Mais qui est également connu pour une catastrophe ferroviaire d'envergure internationale, puisque en juillet 1891, en gare de Saint-Mandé, une collision de 2 trains bondés fait 150 blessés et 46 morts. Mais vous en allez dire plus tout de suite sur l'histoire de cette ligne, et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathieu pour ces mots d'introduction. J'en profite pour vous dire un grand merci d'être venu à cette grande conférence inédite sur la ligne de Vincennes. Inédite parce que c'est la première fois que je fais cette conférence sur la ligne de Vincennes. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on peut démarrer cette conférence. Donc nous sommes ici sur la place de la Bastille, à l'emplacement même de la gare de la Bastille. On aura l'occasion d'en parler abondamment. Je suis donc du coup, comme Mathieu l'a dit, secrétaire général de l'association pour la sauvegarde de la Petite Ceinture et de son réseau ferré. On aura l'occasion d'en reparler à la fin. Un petit point de vocabulaire, on va dire, pour commencer. Est-ce qu'on doit parler de la ligne de Vincennes ou de la ligne de la Bastille? Parce qu'on entend souvent parler des deux. Et en fait, il se trouve qu'en réalité, il faut parler de la ligne de Paris-Bastille à Marle-en-Brie. C'est son nom complet, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et en l'occurrence, c'est une ligne de chemin de fer, ça vous le savez déjà, qui est longue de 66 km à son apogée, parce qu'elle n'a pas toujours fait 66 km, la pauvre, qui relie Paris à la banlieue Est, et qui est conçue pour le trafic principalement voyageurs, mais aussi marchandises. Et dont, comme le Mathieu le disait justement tout à l'heure, dont une partie est aujourd'hui utilisée par une petite ligne qui est vaguement fréquentée de temps en temps et que l'on appelle le RER A. Je ne connais pas bien, bon, ça me paraît très amusant tout cela. Et donc, notre fameuse ligne de Vincennes, je vous la présente. Donc, elle part, vous allez voir, c'est la magie du laser, elle part de la Bastille, donc juste ici, et se dirige comme ça vers les communes de Saint-Mandé, de Vincennes. Là, ici, on commence à se diriger vers Joinville et Saint-Maur. On descend comme ça et on arrive vers justement les boucles de la Marne. Pourquoi est-ce qu'on a un trajet aussi sinueux ? Et bien tout simplement parce que la banlieue parisienne, on aura l'occasion de le voir juste après, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas neuf. Et le but des concepteurs de la ligne était de desservir le plus de communes possible avec une ligne de chemin de fer. Donc plutôt que de faire simplement une ligne droite, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des tours et des détours pour desservir un peu tout le monde. On aura l'occasion de voir ça ensemble abondamment. Un autre petit point de vocabulaire, parce qu'on parle énormément de la banlieue, mais finalement, la banlieue, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une notion, ça je l'ai découvert en préparant cette conférence, c'est une notion qui est assez ancienne et qui en fait à la base date du XIIe siècle carrément et qui désigne une réalité juridique précise. C'est un territoire d'une lieue environ situé hors des murs d'une ville et sur lesquels s'étendait la juridiction de cette ville. On appelait ça le banum. À partir de l'époque moderne, la banlieue perd son sens juridique précis et désigne les environs immédiats d'une ville. Et c'est à partir du 19e siècle que connaissent les banlieues modernes, créées par l'avènement du chemin de fer et de l'industrialisation. Et du coup, le terme, en fait, maintenant de banlieue, désigne plus le processus d'urbanisation de ce qui était à la base un environnement rural et qui laisse subsister les noyaux des anciens villages suburbains. Voilà. Donc comme ça, maintenant, vous avez la définition complète de ce qu'est la banlieue. Notre ligne de la Bastille, du coup, on pourrait croire qu'elle naît d'un seul coup comme ça, et en fait, pas vraiment. C'est une naissance en 33 ans. Donc, on va faire un petit peu d'histoire ensemble. Et donc, la première ligne de chemin de fer, c'est celle-ci, en 1837. À votre avis, c'est laquelle ? J'en profite pour vous poser la question. Ah non, pas encore. La une, on en parle. Bien avant, bien avant. Vous anticipez quelque peu. Ah, ligne de Saint-Germain, tout à fait. Eh bien justement, la première ligne de chemin de fer de France, c'est de 1837, c'est l'embarcadère de l'Europe. Donc c'est l'ancêtre de la ligne de la gare Saint-Lazare, ligne de Saint-Germain-au-Pec. La suivante, c'est en 1840, c'est celle de l'embarcadère du Maine, c'est-à-dire l'ancêtre de la gare Montparnasse.
Également aussi la gare d'Austerlitz, le Paris-Orléans, qui voit le jour la même année. On passe au nord en 1846 avec la gare du Nord, et en 1849 la gare de l'Est, et toujours en 1849 la gare de Lyon. Donc on commence à avoir une sorte de foisonnement dans les années 1840 autour du chemin de fer. Et juste à côté de la gare de Lyon, on a celle-ci, la gare de Vincennes, 1859, on aura l'occasion d'y revenir, et qui est en fait la petite dernière des grandes gares parisiennes. Sachant qu'on a aussi la gare du Champ-de-Mars, située au Champ-de-Mars, et également la gare des Invalides et la gare d'Orsay, mais qui, elles, sont des gares, on va dire, plus tardives. Et en fait, la gare de Vincennes, la gare de la Bastille, en fait, pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle est là, il faut voir une grande carte de France. Et là, en fait, ce que vous voyez avec les différentes couleurs, c'est les grandes régions ferroviaires qui sont les héritières en fait, des anciennes grandes compagnies de chemin de fer qu'il y avait avant la SNCF. Et là, toute la partie en bleu que vous voyez là ici, c'est le réseau de l'Est. Et ce réseau de l'Est, si on zoome dessus, on voit du coup les grandes lignes qui vont de Paris vers Strasbourg, vers Mulhouse, vers Bâle. Et en fait, le principe, c'est que la Compagnie des chemins de fer de l'Est veut créer une nouvelle ligne pour desservir, comme je vous disais, la banlieue, mais la gare de l'Est et les voies de chemin de fer qui commencent à partir de là, en fait, commencent déjà à être un peu surchargées. Du coup, elle a l'idée en fait de créer une nouvelle gare dans Paris, et cette nouvelle gare qui est en fait une extension quelque part de la gare de l'Est, juste située à un autre endroit, cette nouvelle gare, c'est justement notre fameuse gare de la Bastille. Et nous en arrivons du coup à l'inauguration, 1859. On ouvre un premier tronçon qui fait déjà 16,8 km. C'est quand même pas mal. On part de la gare de la Bastille et on se rend directement jusqu'à La Varenne-Chenevière, en passant par Saint-Mandé, Vincennes, Fontenay, Nogent, etc., etc. Voilà, ça c'est le premier tronçon. Là, ici, on a une petite vue avec justement un train qui est en train d'arriver à la gare de La Varenne. Le tronçon suivant, c'est 1872. On rajoute seulement 2,6 km à la ligne, mais on va de La Varenne à une gare que vous connaissez sans doute bien si vous prenez le RER, puisque c'est Sucy-Bonneuil, qui est juste ici. Donc, tout ça, ça date de 1872. Là, ici, on a une jolie petite carte postale de la gare de Sucy-en-Brie. C'est plutôt joli. On rajoute encore 2 km en 1874, donc vraiment juste 2 ans après, on arrive à Boissy-Saint-Léger. Là aussi, quelque chose qui vous dit sans doute quelque chose. Quelque chose qui vous dit quelque chose, c'est malin. Là, ici, nous sommes à la gare de Boissy-Saint-Léger-Brévannes, c'est joli. Et ça, c'est une photo qui date de 1964, donc à l'époque où c'était encore les trains à vapeur qui circulaient sur la ligne. En 1875, là, on voit les choses en grand. On fait un premier gros prolongement. Donc, on part de Boissy-Saint-Léger. Et qu'est-ce qu'on fait? On se dirige vraiment vers l'est et on arrive à Brie-Comte-Robert. Là, on est déjà quand même sur la grande banlieue, même encore maintenant. Et c'est déjà des territoires qui sont quand même plus ruraux. Donc ça, c'est un premier prolongement qui va vraiment bien au-delà de ce qui était envisagé à la base. Et on dessert des communes qui sont quand même très rurales encore à l'époque. Là, ici, justement, on est à la gare de Brie-Comte-Robert, n'est-ce pas, avec un joli petit train comme ça. Les installations sont plutôt sommaires, mais c'est quand même joli. On avance un petit peu dans le temps et on arrive en 1892. Et là aussi, vous voyez tout à l'heure, on était sur 14,4 km. Là, on est sur 18,2 km qui sont rajoutés à notre fameuse ligne. On part de Brie-Comte-Robert et on arrive à Verneuil-l'Étang. D'ailleurs, il y a des fois où justement la ligne de Vincennes est désignée comme ligne de la Bastille à Verneuil-l'Étang. En réalité, elle va encore plus loin. Verneuil-l'Étang, du coup, là pour le coup, on est quand même à une bonne distance de Paris, à peu près une cinquantaine de kilomètres, si ce n'est plus. Là, ici, on a une jolie carte postale, là encore, de Verneuil-l'Étang, avec les quais de la gare. Vous pouvez voir au tournant du 19e et du 20e siècle. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que, bon, d'une part, le type de bâtiment des voyageurs n'est pas tout à fait pareil que les autres. Mais ici, on voit le petit abri sur le quai, qui est quand même plutôt mignon. Certes, il est petit, mais il est là, quand même, c'est déjà ça. Lorsqu'il pleut et lorsqu'il fait froid, c'est plutôt bien vu. Et derrière, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a une petite halle de marchandises.
ce qui témoigne bien du fait que la ligne servait non seulement pour transporter des voyageurs, à la base elle a été conçue pour ça, mais également pour transporter des marchandises. À une époque où les camions s'étaient tirés par des chevaux, donc c'était quand même beaucoup moins pratique. Aussi à Verneuil, ça c'est quelque chose que j'ai découvert en préparant cette conférence. Là ici, je vous présente le TACO de Verneuil. C'est mignon, n'est-ce pas? Le TACO de Verneuil qui a été inauguré en 1901 et qui a roulé jusqu'en 1950. Il a réussi à subsister tout ce temps-là, ce qui est quand même pas banal. Et là, pour le coup, en fait, pourquoi est-ce qu'il s'appelle le TACO? Parce que c'était sur une voie métrique. Donc vraiment une voie de 1 mètre de large. Donc c'est plus étroit que les chemins de fer classiques. Et ça desservait vraiment des communes extrêmement rurales. Si je ne vous dis pas de bêtises, ça partait de Melun pour aller jusqu'à Verneuil. Et ça mettait, on va dire, quelques heures pour faire tout le parcours, en s'arrêtant régulièrement sur le passage. Et là, ici aussi, on a des voitures pour les passagers, avec 2 fourgons, justement, pour les marchandises. À l'époque, les trains étaient mixtes. On transportait les 2. Et enfin, dernier prolongement, en 1893, on part de Verneuil-l'Étang et on se dirige vers Marle-en-Brie, terminus de la ligne, jonction avec d'ailleurs la grande ligne qui se dirige vers Mulhouse. On rajoute encore 11,8 km. Il faut savoir qu'à la base, la Compagnie de l'Est, elle n'était pas spécialement enthousiaste à l'idée de faire ces 2 derniers prolongements, parce qu'elle se disait que les communes étaient quand même extrêmement reculées et que du coup, maintenant, ce qu'on appellerait le potentiel de trafic serait très faible. Donc elle se disait, la rentabilité économique du projet, bof. Donc bon, elle y a mis les moyens parce que voilà, mais bon, pas un enthousiasme notoire non plus. Et là ici une photo plus récente, j'ai voulu en mettre quand même une photo plus contemporaine, de la gare de Marle-en-Brie. Et ce qui est intéressant avec cette photo, c'est qu'on voit bien le type de bâtiment qu'il y avait justement sur la ligne de Vincennes, bien au-delà de Paris, c'est-à-dire un corps de bâtiment central avec 2 étages, flanqué de 2 ailes, à gauche et à droite. L'entrée principale qui est ici, évidemment, et généralement une halle des marchandises qui était située juste à côté. Voilà. J'en profite également pour vous montrer le profil en long de la ligne. Alors, qu'est-ce que c'est un profil en long? Ça, c'est quelque chose qui est réservé, on va dire, aux initiés du ferroviaire. Le principe, c'est que vous avez la ligne, on fait comme une sorte de coupe en tranche, et on voit en fait à quel point ça monte et ça descend. Et là, ici, on est sur la section de Paris-Bastille en haut et jusqu'à Sucy-Bonneuil, et de Sucy-Bonneuil jusqu'à Verneuil-l'Étang. Et on peut voir justement à quel point ça remonte en fait vers Vincennes et vers Nogent, pour ensuite redescendre jusqu'au Parc Saint-Maur, et ensuite se prolonger comme ça, pour ensuite remonter de manière très franche vers Villecreine, etc. Pour ensuite, ça fait presque une ligne presque de montagne. J'exagère un peu. Mais vous pouvez voir aussi les installations là, de Paris-Bastille avec ses voies terminales. On avait un petit dépôt, un raccordement dont je vous parlerai tout à l'heure, la ligne qui se dirige comme ça et qui ensuite va rejoindre l'énorme nœud qui est situé du côté de Sucy-Bonneuil et du côté de Valenton, avec la grande ceinture. Ça, c'est des noms qu'on aura l'occasion de reciter. Et ensuite, de nouveau à partir de Valenton, la ligne qui continue, qui rejoint la ligne principale de l'Est vers Verneuil-l'Étang, pour ensuite se diriger vers Marle-en-Brie. Voilà. Et ça, ce plan-là date de 1951, qui est une date assez intéressante parce que en fait, la ligne était encore à peu près circulée dans toute sa longueur à ce moment-là, encore que. Nous allons faire maintenant, alors j'aurais pu appeler ça simplement voyage sur la ligne de Vincennes, mais c'est un peu plan-plan. Du coup, j'ai préféré vous proposer une translation en 4 dimensions. C'est beau, n'est-ce pas? Pourquoi une translation? Parce que nous allons nous déplacer, mais en 4 dimensions, parce que c'est un voyage à la fois dans l'espace, mais aussi dans le temps. C'est beau, n'est-ce pas? Donc, nous partons naturellement de la place de la Bastille, et à ma grande surprise, en fait, Bastille, qu'est-ce que c'est? En fait, ça désigne à la base une petite forteresse, tout simplement. Et la Bastille de cet endroit, du coup, maintenant, est désignée sous le nom de la Bastille. Sachant qu'à la base, du coup, c'était juste un petit château, en fait, qui était une prison. Et il se trouve que Louis XVI, ce pauvre Louis XVI, avait déjà envisagé, en fait, vers la fin de son règne, de démolir la vieille forteresse de la Bastille, qui était vieille et en train de tomber à moitié en morceaux, et de la remplacer par ce que vous voyez ici, à savoir, du coup, une place circulaire avec une grande colonne au milieu, et un aménagement de tous les terrains en fait entre cette fameuse place et la Seine, donc ce qui correspond maintenant finalement au bassin de l'Arsenal.
Malheureusement, le pauvre Louis XVI, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu vaguement une petite révolution. Du coup, tout dépité, il a fui à Varennes et puis tout ça, ça lui a fait perdre la tête. Donc du coup, cette place, malheureusement, n'a jamais vu le jour, en tout cas pendant son règne. Donc on avance un petit peu dans le temps et on arrive ici à un plan qui date des années 1860 à peu près. Donc on est déjà dans le 12e arrondissement. On a ici, là vous voyez, la gare de la Bastille qui est située au niveau de la place, qui traverse le 12e arrondissement. Et là, ici, juste en dessous, qu'est-ce que c'est là, cette gare-là là? Ah, c'est pas la gare de Bercy, mais oui, la gare de Lyon, très bonne réponse. Vous voyez à quel point la gare de la Bastille et la gare de Lyon étaient proches. Et vous aviez carrément ici ce que l'on appelait la prison Mazas, qui était, du coup, comme son nom l'indique, une prison, qui a été construite à peu près vers 1890 et qui était située vraiment littéralement au pied de la gare de Lyon. On a peine à se l'imaginer aujourd'hui. Et là, ici, vous aviez ce qui s'appelait le boulevard Mazas à l'époque, maintenant c'est le boulevard Diderot, et les deux gares qui étaient vraiment voisines. D'ailleurs, pour la petite histoire, lorsque la ligne était en projet, donc elle a été décidée en 1852, et elle a été ouverte en 1859. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors déjà, comme on est en France, qu'est-ce qu'on a fait? On a discuté longuement, et il se trouve que la ville de Paris n'avait pas du tout l'intention de voir arriver une gare de chemin de fer d'une compagnie privée arriver sur la place de la Bastille. Elle aurait largement préféré en fait qu'elle s'arrête au niveau du boulevard Mazas, enfin du boulevard Diderot maintenant, voire carrément du côté de Reuilly, histoire que ça ne vienne pas empiéter vers le centre de la capitale. Enfin le centre, en réalité la Bastille est légèrement excentrée par rapport au Louvre, mais ça c'est encore une question de perception des choses. Et la compagnie de l'Est et l'État ont bataillé, ont fait pression, et donc finalement, la gare de la Bastille a donc bel et bien été implantée à la Bastille, mais il a fallu quand même pas mal de tractations, de négociations, voire de bras de fer, pour justement que non seulement la gare soit construite à la Bastille, mais aussi que le viaduc soit construit sur l'avenue Daumesnil. Viaduc dont on parlera juste après. La place de la Bastille, la voici. Vous avez la colonne de Juillet que vous connaissez forcément qui date de 1830. Et là, ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut voir en fait à quel point c'était déjà un autre transport bien avant l'arrivée du métro, puisqu'on avait aussi les anciens tramways. Là, je ne sais pas si vous les voyez ici. Et ces anciens tramways, alors là, en l'occurrence, c'est terminus des trams de la Compagnie Générale des Omnibus. Et Paris avait un réseau de tramways qui était extrêmement développé. On avait l'un des réseaux les plus denses d'Europe. Et malheureusement, tout ça a été supprimé dans les années 30, avec une élimination complète des tramways à Paris et en région Île-de-France en 1937, parce que c'était jugé comme trop vieux, trop encombrant par rapport à l'automobile. Mais en tout cas, sur cette carte postale, qui date de 1900 à peu près, on voit bien justement les infrastructures avec plein de rails du tram qui sont sur la place de la Bastille. La gare, la voici, je vous la présente, notre fameuse gare du chemin de fer de Vincennes, n'est-ce pas? Mais c'est bien la gare de Paris-Bastille. Cette gare, si on voulait la caractériser, elle se compose de 3 parties. Donc on a un corps de bâtiment principal flanqué de 2 ailes, avec 2 niveaux. Le niveau supérieur pour les voyageurs, le niveau inférieur pour les marchandises, avec une annexe pour les marchandises qui était située sur la gauche. Une horloge qui est là, oui, parce que le temps c'est important pour le chemin de fer, et un grand fronton sur lequel c'était marqué chemin de fer de Vincennes. Voilà. On en profite pour regarder un petit peu de haut, oui, parce qu'avec la colonne de Juillet, c'est bien pratique pour voir les choses avec un peu de hauteur. On retrouve notre fameuse gare, et juste derrière, on a les grandes installations de l'hospice des 15-20. Là, ici, c'est la rue de Lyon, qui se dirige vers la gare de Lyon, c'est logique. Ici, c'est le bassin de l'Arsenal. Et là, derrière, en fait, on commence à voir l'avenue Daumesnil qui se dirige davantage vers l'est. Et notre gare, qui est ici, qui est très belle, voilà, et qui permettait aux voyageurs d'emprunter le train. Sur cette vue, alors celle-là, elle est plus contemporaine. Alors le bâtiment a subi un peu les aléas du temps, elle a été un peu simplifiée. Et là, du coup, cette photo a été prise en 1970. La gare est toujours là. On a un bar, là, à l'intérieur, au beau milieu, comme ça. On a carrément un salon de coiffure.
On a les sièges Brett, là, comme ça, sur la gauche, c'est très étonnant. La grande verrière a été préservée, mais avant, on avait vraiment une marquise, donc c'est-à-dire une verrière, mais à l'horizontale, pour protéger l'entrée des voyageurs, qui a été démontée, malheureusement. Ici, le chemin de fer de Vincennes n'est plus là parce que la gare a été fermée. Et on voit derrière les installations qui sont un peu décrépies. Et là, ce qui est en bleu, ce que vous voyez juste derrière, ce sont les infrastructures de l'hôpital des 15-20, hôpital pour les yeux. Là, ici, de nouveau, une autre vue aérienne, mais cette fois-ci plus panoramique, de la place de la Bastille de manière générale. Ce bâtiment-ci existe toujours. Par contre, le cinéma qui était là, évidemment, il a été rasé. Là, la gare, de la même manière, ici, a dû laisser place à autre chose. Là, ici, c'est le boulevard Saint-Antoine, le faubourg Saint-Antoine, vous aurez reconnu, les 15-20, et là derrière, la gare de Lyon. Vous reconnaissez, mais c'est assez intéressant de voir de la manière dont le bâtiment de la gare de la Bastille venait se situer dans son environnement urbain, et c'est pour ça justement que je voulais vous proposer cette vue-là. Ici aussi, alors là du coup, on est sur un truc appelé vaguement le métro, je crois. Assez intéressant comme concept, je ne connais pas bien. Mais en tout cas, quand on se place justement juste au-dessus de la ligne 1, en fait, on pouvait voir avant la gare de la Bastille sur le côté, qui dépassait, entre guillemets, qui était bien visible de cette façon. Là, ici, du coup, nous sommes à l'intérieur de la gare de la Bastille, et donc il faut vraiment s'imaginer que jusqu'au bout... Ah oui, ça, c'est une petite particularité de la ligne de Vincennes dont j'ai complètement oublié de vous parler jusqu'à présent. C'est que c'est la seule ligne de chemin de fer à avoir quelque chose pendant vraiment toute la durée de son exploitation, de 1859 à 1969. À votre avis, qu'est-ce que c'était? La vapeur. Très bonne réponse, je vois qu'il y a des connaisseurs. C'est la seule ligne de Paris qui, de toute son existence, a été intégralement desservie par du chemin de fer à vapeur. Et donc là, ici, on a justement 4 vues qui datent de la fin de l'exploitation, 4 vues couleurs en plus, on a de la chance. Qui montre justement l'état, on va dire, des infrastructures, mais aussi du matériel roulant, avec des locomotives 141 TB qui tractent des voitures à bogie. Et là, on reconnaît un peu les alentours du boulevard de l'avenue Daumesnil. Voilà. De la même manière, on va entrer à l'intérieur de la gare, avec des vues en noir et blanc par contre. Donc là, ici, on est vraiment en tête de quai. Donc tout ça, ça fait quand même assez ancien, même dans les années 60. Donc justement, ça fait un énorme contraste entre des méthodes d'exploitation et du matériel qui était quand même plutôt ancien, et une époque quand même plutôt moderne, les années 60. Donc là, on est au niveau des quais. De la même manière, ici, on peut voir justement 2 trains, un qui est sur le départ, l'autre qui est à quai. Là, ici, une locomotive qui est quasiment prête à partir, ou alors qui vient d'arriver. Et là, ici, une locomotive qui est en train de faire ses manœuvres. On reconnaît derrière les immeubles d'avenue Daumesnil. Et là, ici, on a un poste d'aiguillage de type Saxby qui permettait de commander les aiguilles et les signaux à la sortie de la gare de la Bastille. Cette vue, voilà, nous permet de voir le détail des installations ferroviaires. Donc on avait un total de 6 voies principales plus des voies annexes qui se rejoignaient avec un jeu d'aiguillage. Le poste d'aiguillage dont je vous parlais, il était situé ici. Et tout ça se rejoignait pour faire une sorte de grande courbe comme ça, qui est finalement assez serrée, pour quitter la rue de Lyon et se diriger vers l'avenue Daumesnil. Là ici, donc, nous arrivons au fameux viaduc de l'avenue Daumesnil. Et à la base, il faut bien se dire que les voûtes qu'il y avait en dessous, ce n'était pas encore de l'artisanat d'art, c'était des boutiques, on va dire, somme toute assez classiques. Par exemple, vous aviez des marchands de vin, une maroquinerie et souvenirs, ce genre de choses. Là, vous aviez des meubles, un tabac, tout ce genre de choses. Et donc là, vous voyez le viaduc tel qu'il était. Là, toutes ces photos-là datent de 1970, donc un an après l'exploitation de la ligne à cet endroit, mais qui n'avait pas encore vraiment changé. Donc ça permet vraiment de s'immerger dans l'ambiance de l'époque, quand c'était encore en exploitation. Là aussi, le viaduc Daumesnil, mais un peu plus loin sur la ligne. Donc là, on n'est pas sur des portions en maçonnerie, mais sur des portions en métal quand il s'agit d'enjamber les avenues. Là, ici, on a une vue en coupe du viaduc de l'avenue Daumesnil. Et si on regarde très attentivement, on peut voir justement la largeur de la voûte qui est de 10 mètres environ et la hauteur sous la voûte qui est
d'environ 5-6 mètres à peu près. Il faudrait que je vérifie mes données, mais c'est à peu près ça. Et là, ici, on a le schéma d'une grue en bois, forcément, qui a servi à l'édification de ce viaduc entre 1857 et 1859, et dont la mairie de Paris, à la base, ne voulait surtout pas, ce qui est assez rigolo. Si on avance un peu plus loin, nous arrivons à la gare de Reuilly, qui n'a pas été inaugurée en même temps d'ailleurs que le reste de la ligne, elle est un peu plus tardive, puisque comme vous pouvez le voir, elle date de 1877. On a donc un gros corps de bâtiment en pierre de taille, d'ailleurs c'est plutôt luxueux, qui est situé juste à côté de la mairie du 12e. On a la partie pour les voyageurs située ici, et également à côté une grosse partie pour les marchandises, et qui a eu une grosse activité bien après 1969 d'ailleurs. Le bâtiment, il existe toujours, il a été rénové, restauré plusieurs fois, et donc on peut l'admirer maintenant, juste à côté de la mairie du 12e. Cette vue aérienne, elle est très intéressante parce qu'on voit vraiment l'ampleur des installations ferroviaires dans le 12e arrondissement. Donc là, à gauche, on est sur le faisceau de la gare de Lyon et de la gare de Bercy. Là, ici, c'est les installations de marchandises de la gare de Reuilly. Alors, il y a déjà quelques immeubles d'habitation qui ont vu le jour. Ça, c'est une vue qui date des années 80. Mais on voit bien à quel point ça prenait de l'espace, donc à quel point, en réalité, la gare de Reuilly était importante pour desservir ce quartier de Paris. Là, ici, aujourd'hui, si on va sur la pelouse de Reuilly, donc on a la pelouse qui est là, mais en réalité, il y a plein d'immeubles qui ont été construits, et on a peine à s'imaginer, en allant dans le coin, à quel point la gare de Reuilly était importante. On avance encore un petit peu, on arrive à la gare de Bel-Air, ou plutôt aux gares de Bel-Air, au pluriel. C'est pour ça que j'ai mis les gares de Bel-Air. Elle voit le jour en 1863. Pourquoi à ce moment-là? Parce qu'il faut savoir que c'est une gare de correspondance entre la ligne de Vincennes, qui est ici, et quelque chose derrière qui est situé juste là. Est-ce que vous avez une petite idée de cette ligne que venait croiser la ligne de Vincennes, quasiment à la sortie de Paris? Oui, très bonne réponse, je l'ai entendu. C'est notre fameuse petite ceinture qui fait toujours d'ailleurs le tour de Paris sur 32,5 km. C'est une gare du coup de correspondance, et on avait la partie Bel-Air-Vincennes qui était située en bas, et la partie Bel-Air-Ceinture qui était située en haut, et les deux voies qui se croisaient quasiment à angle droit. Et cette correspondance a été inaugurée en 1863. Là, ici, on peut voir du coup le bâtiment, mes côtés ceinture, là c'est même marqué ici Bel-Air Ceinture, avec le personnel de la gare qui prend la pause fièrement. Et on a deux trains. Un train qui est ici, qui est en train d'arriver depuis Vincennes, qui se dirige vers la Bastille, qui va entrer à quai. Et là, un train, alors je ne sais pas si c'est voyageurs ou marchandises, qui est en train de passer au niveau des voies de ceinture. Toujours sur la ligne de Vincennes, alors ça c'est un cliché qui est un peu plus récent, qui date des années 60. Si vous allez vers la coulée verte, ce gros bâtiment-là, vous pouvez le reconnaître. Là, il était encore en construction. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a ce bâtiment moderne qui est juste à côté de ce petit bâtiment beaucoup plus ancien de la gare de Bel-Air Ceinture. Et on a un train de la ligne de Vincennes qui là est en train de se diriger vers la banlieue. Également quelques vues. Alors celle-là date de 1975, si je ne vous dis pas de bêtises, avec, oui j'ai un petit doute sur la date, c'est vraiment à toute fin de l'exploitation de la ligne de Vincennes, avec à gauche un train de voyageurs et à droite un train de marchandises sur la ligne de Vincennes. Également à Bel-Air, on a un raccordement. Bah oui, forcément, puisque vu que vous avez la petite ceinture et la ligne de Vincennes qui se rejoignent, il a bien fallu refaire se relier les deux. Et pour vous dire à quel point c'était important, ce raccordement de Bel-Air, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, les premières machines de la ligne de Vincennes ont été livrées via ce raccordement, via la petite ceinture. Idem pour les premières voitures, idem pour le combustible qui était approvisionné par la petite ceinture. Il était également très utilisé pour les trains qui arrivaient par la petite ceinture pour aller vers la gare de Reuilly dont je vous parlais juste avant. Et ce raccordement a été utilisé jusqu'aux années 80. Également, il a beaucoup servi aussi pour la desserte des expositions universelles. Par exemple, vous aviez des trains en 1878 qui partaient de la gare de la Bastille, qui empruntaient du coup leur raccordement et se dirigeaient vers le sud de Paris pour aller desservir le Champ de Mars. Et ça, c'est ce qu'on peut considérer comme un ancêtre, quelque part, du métro. En parlant de métro, la dernière gare, ou plutôt station de Bel-Air, donc du coup on avait Bel-Air Vincennes, Bel-Air Ceinture, mais on a aussi Bel-Air tout court, ou plutôt Bel-Air Métro.
sur la fameuse ligne 6, et qui, elle, est arrivée en dernier, puisqu'elle est arrivée en 1906. Voilà, vous pouvez voir des vues anciennes de cette petite station, qui existe bien évidemment toujours. Ça, c'est un plan du raccordement de Bel Air dont je vous parlais tout à l'heure, avec la jonction du coup entre les deux lignes. Et là, ici, avec cette vue aérienne, on peut se rendre compte justement de la manière dont ça venait s'inscrire. Donc la Bastille est située vers la droite. Là, en vert, c'est la ligne de Vincennes, aujourd'hui la coulée verte. En bleu, c'est la petite ceinture. Et en jaune, le raccordement entre les deux. Ce raccordement que l'on retrouve, là cette fois-ci du côté de la petite ceinture, avec une locomotive à vapeur pour un train spécial, et ça c'est une vue qui date de 1983. On avance encore un petit peu, et alors là, ce que vous voyez ici, si vous essayez de vous y rendre, vous n'y arriverez pas, puisque c'était situé du côté du boulevard Carnot. Le boulevard Carnot, il a été légèrement amputé, puisqu'il y a un truc qui s'appelle le périphérique, maintenant, qui passe précisément à cet endroit. Donc forcément, l'endroit n'est pas tout à fait facile à reconnaître. Mais en tout cas, vous aviez un passage à niveau, avec le boulevard Carnot qui passait comme ceci, et la ligne de Vincennes qui passait directement à niveau, ce qui a permis au photographe de capturer cette photo. Également, très important, même si très peu connu, l'embranchement de la cartoucherie. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Probablement pas. Par contre, la cartoucherie en elle-même, vous avez sans doute, ça vous connaissez certainement. Eh bien parce que vous aviez le fort de Vincennes, très important, et il était desservi directement par le rail, notamment pour les munitions, justement, via un embranchement particulier depuis la ligne de Vincennes, et cet embranchement était actif jusqu'aux années 70 à peu près. Et donc là, on a un train qui est en train de refouler pour livrer du matériel aux militaires. On franchit un tunnel de 272 mètres précisément et nous arrivons à la gare de comment déjà? Je ne sais plus. Saint-Mandé. Bon, vous connaissez mieux que moi sans doute. On a donc notre gare qui est ici, qui est sur la place de la mairie, et on a un joli train avec des voitures à 2 niveaux qu'on appelait des bidelles. Je reviendrai là-dessus juste après. Parce que je voudrais vous montrer, tiens, je pensais qu'on avait une autre vue de la gare, oui, la catastrophe de Saint-Mandé. Comme Mathieu vous le disait au début, en juillet 1891, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un premier train qui était arrêté à la gare de Saint-Mandé, et malheureusement, vous avez un deuxième train qui n'avait pas respecté les signaux, qui ne les avait pas vus. En tout cas, il y a eu une défaillance des installations de sécurité, ce qui fait que le deuxième train a rattrapé le premier. Et le problème, c'est que quand vous avez des voitures en bois qui se font tamponner par une locomotive en métal lancée à une bonne quarantaine de km/h, le crack-boom, généralement, il est un peu violent. Donc la locomotive est carrément montée sur 5 voitures au total. Et disons que c'est pas très très compatible avec le fonctionnement du corps humain normal, on va dire. Donc forcément, il y a eu à peu près 150 blessés et une quarantaine de morts. Mais malheureusement, à l'époque, c'était le genre de choses qui pouvaient arriver, puisque non seulement les installations de sécurité n'étaient pas du tout celles qu'on a maintenant, et surtout les matériels étaient en bois et étaient chauffés à l'huile. Donc du coup, quand les réservoirs explosent, généralement, ça fait des dégâts. Donc voilà, malheureusement, 2 vues de cet accident tragique qui a eu lieu en 1891. Pour revenir à la gare de Saint-Mandé, du coup nous sommes sur la place de la mairie, qui est ici, et on a le corps de bâtiment qui est juste là, qui malheureusement a disparu dans les années 80, mais en tout cas on peut le voir tel qu'il était auparavant. On peut voir aussi justement sur cette autre vue, avec l'entrée de la mairie, et là notre jolie gare qui vient très bien s'inscrire dans le paysage urbain. Ici, nous avons la gare de Vincennes. Alors, les architectes auraient très bien pu reprendre à l'identique l'architecture du bâtiment de la gare de Saint-Mandé, mais finalement, ils ont opté pour quelque chose d'un peu différent. Ils se sont dit, puisqu'on va vers l'est, autant faire une architecture un peu néo-gothique. Et ce qui est assez rigolo, c'est que là, si vous regardez sous le fronton, vous pouvez voir l'inscription chemin de fer, qui est en caractère gothique, justement, ce qui est assez étonnant pour le coup. Également, cette vue qui est capturé depuis un avion sans doute, et on voit le chemin de fer qui est le long de l'avenue Aubert et qui se dirige, donc là Saint-Mandé est par là-bas hein, évidemment, et là on se dirige vers Fontenay. Fontenay justement, ah oui pardon, j'oubliais, les gares
de Vincennes. Alors, il y a une magnifique faute, je n'avais pas vu, les gares sans S. Oups, c'est mal. Je ne me suis pas relu. Vous aviez la gare de Vincennes voyageurs, mais vous aviez également la gare de Vincennes marchandises. Et il se trouve que cette gare de Vincennes marchandises a vu passer des trucs assez intéressants, et notamment des métros parisiens. Là, en l'occurrence, ça, c'est une rame qui était destinée à la ligne 1 du métro, sur pneus. Mais étant donné que les rames sur pneus ont aussi des roues fer et que l'écartement elles-mêmes, eh bien, elles ont pu être acheminées justement par le rail. Et on a ce contraste qui est quand même super drôle entre une belle locomotive à vapeur et un métro qui est plus moderne et qui accessoirement va rouler à l'électricité. J'adore le contraste entre les deux, c'est pour ça que je me suis dit qu'il faut absolument que je la mette. Également la gare de Vincennes qui a servi donc, à la livraison des nouveaux métros sur pneus, mais aussi à l'élimination, malheureusement, des rames Sprague qui ont dominé le métro parisien pendant plus de 50 ans. Et ben, c'est notamment par la gare de Vincennes qu'elles ont été évacuées avant d'être transformées en boîtes de conserve. On arrive du côté de Nogent, n'est-ce pas? C'est absolument délicieux, avec les guinguettes, etc. Et là, on a le viaduc qui passe au-dessus de la Marne. Et là, ici, la jolie petite gare de Nogent-sur-Marne, très pittoresque. Tout ça, ça fleure déjà bon la campagne, les bons week-ends où on peut se mettre au vert et se balader justement pour se détendre après une longue semaine de travail. Également du côté de Nogent, de manière tout aussi poétique, n'est-ce pas, nous avons le dépôt des machines de la ligne de Vincennes, puisque les installations de la Bastille étant trop petites pour accueillir vraiment la rotonde et l'entretien des machines, et bien du coup ça se situait à Nogent-sur-Marne. Donc là on a une locomotive qui est située sous une grue et qui visiblement a subi une opération de maintenance. Et là ici on est à l'intérieur de la petite rotonde qui accueillait à peu près une douzaine de machines. Et c'était là justement qu'elles étaient garées, qu'elles étaient entretenues pendant la durée de l'exploitation de la ligne de Vincennes. On arrive à Champigny et à Sucy. Et en fait, la raison pour laquelle on part d'une histoire de ceinture, eh bien, c'est que tout à l'heure je vous parlais de la petite ceinture. Vous avez également la grande ceinture. Elle est plus tardive et elle est plus lointaine, parce que la petite ceinture, c'est à partir de 1852. La grande ceinture, c'est à partir de 1877. C'est un peu plus tard. Et le but était de décharger la petite ceinture en faisant en sorte que le trafic soit reporté sur cette grande ceinture qui passe à peu près 25-30 km de Paris. Et donc, Sucy est ici, Champigny est juste au-dessus. Et il se trouve que notre grande ceinture, elle récupère, en fait, elle utilise un certain nombre de tronçons de lignes déjà existantes, parce que c'était déjà là, donc c'était bien pratique. Et en l'occurrence, notre ligne de Vincennes est superposée à la grande ceinture, ou plutôt l'inverse. La grande ceinture vient se superposer à la ligne de Vincennes sur le tronçon qui est juste ici. Donc là, ici, c'est ce qu'on appelle la grande ceinture Est, classique, on va dire, mais sachant également que vous avez la grande ceinture complémentaire, qui a été inaugurée en 1924, et qui, elle, par contre, n'est pas liée à la ligne de Vincennes, donc il n'a rien à voir avec le RER A, et ça tombe bien parce qu'elle est toujours extrêmement utilisée pour du trafic fret, même encore aujourd'hui. Je vous laisse prendre la photo et je passe à la slide suivante. Champigny et Sucy, surtout, qui, du coup, grosse interface entre la ligne de Vincennes et la grande ceinture. La grande ceinture, c'est du fret. Et là, on retrouve justement une grosse locomotive diesel qui a été livrée juste après la Seconde Guerre mondiale. On les appelait Dakota. Et qui est juste à côté, là aussi, d'une rame du métro. Probablement destinée, enfin, c'est même pas probablement, c'est marqué dessus, qui était destinée à la ligne 6. Donc là aussi, justement, l'approvisionnement la livraison des matériels du métro via le grand chemin de fer. On arrive à Verneuil-l'Étang, donc là on est clairement sur la desserte fret, lourde. Et là, ce sont les voies principales de l'Est. Et ici, qu'est-ce que c'est? Eh bien justement, c'est tout ce qui reste de la ligne de la Bastille, quand elle venait se raccorder justement à Verneuil-l'Étang, à cet endroit précis. Ça, c'est une photo qui date des années 80. Je fais une petite parenthèse avant de poursuivre sur deux des matériels qui étaient absolument iconiques de la ligne de Vincennes à la grande époque, les 131 TB et les bidelles.
D'ailleurs, j'en profite aussi, la ligne V, c'était le petit nom qui était donné à la ligne de Vincennes. La ligne V, c'est joli. Hein. Donc, nous avons ici, alors j'ai mis 141, en réalité vous avez les 131 et les 141, mais c'est juste que ce n'est pas la même époque. Donc les 131, c'était ce type de locomotive que vous voyez ici, dont un exemplaire d'ailleurs a été conservé au musée du chemin de fer à Mulhouse. Et ici, nous avons une voiture à 2 niveaux, 1 et 2, avec un escalier sur le côté. Donc pour monter, c'était quand même assez scabreux. De part et d'autre de la voiture. Donc il faut s'imaginer qu'il y avait une dizaine, voire une douzaine de voitures comme ça. Vous étiez sur le quai, il fallait monter comme ça jusqu'à la porte centrale, et ensuite vous vous dirigiez vers les sièges qui étaient situés comme ceci, avec un plafond qui était quand même situé assez bas. Et la raison pour laquelle elles étaient surnommées bidelles, ce n'est pas leur nom d'origine, c'est parce qu'en fait les gens à l'époque voyaient une similarité entre l'aménagement des voitures, qui est quand même assez spartiate, et les enclos pour les animaux de la ménagerie du cirque Bidel. Donc visiblement, les gens avaient un peu l'impression d'être transportés un peu comme des animaux de foire. Donc du coup, le nom est resté, donc les fameuses bidelles qui ont régné sur la ligne de Vincennes, mais pas seulement d'ailleurs, pendant une bonne cinquantaine d'années, si ce n'est plus. Et donc, sur les reproductions, par exemple, de chemin de fer miniature, vous avez beaucoup, justement, ces fameuses bidelles qui sont représentées, mais elles n'ont pas servi jusqu'à la fin, puisque c'était d'autres voitures à bogies qu'on voit derrière, justement, qui ont servi jusqu'en 1969. On va avancer un petit peu dans le temps avec cette grande partie que j'ai appelée de la ligne de Vincennes au métro express, des premiers projets à leur mise en œuvre. Alors, le RER A, ça date de quand à votre avis? Quand est-ce qu'on l'a mis en service? Surtout sur la section Est. 69, très bonne réponse. Je vois qu'il y a des vrais connaisseurs. Seulement voilà, le RER, en réalité, c'est pas du tout une idée neuve. Et si on veut vraiment, en fait, se resituer sur l'origine des projets de jonction entre les lignes de chemin de fer entre elles, il faut carrément revenir au milieu du 19e siècle. Parce que vous avez les premiers projets de métro qui étaient portés par les grandes compagnies de chemin de fer et par l'État. Ils visaient simplement à prendre les lignes de chemin de fer ayant pour terminus leur terminus dans Paris et les prolonger jusqu'au centre de Paris et les relier entre elles. Par exemple, là, sur la ligne en Pointillé, vous avez une jonction entre les lignes de la gare Saint-Lazare et les lignes, justement, oh bah tiens, qu'est-ce que c'est? La ligne de Vincennes, justement, en passant par le centre avec une gare centrale qui aurait été située aux Halles. Tiens, ça fait penser à quelque chose. De la même manière, tout ce réseau-là s'appuie énormément sur la petite ceinture. Bah oui, parce que puisqu'elle existe déjà, puisqu'on a déjà une infrastructure ferroviaire double voie grand gabarit, bah autant s'en servir. Malheureusement, tous ces projets n'ont pas vu le jour. Et malgré de nombreuses propositions, là ici, on a un certain Gustave Eiffel qui a fait un projet lui aussi, mais qui était concurrent des projets de la Compagnie des chemins de fer du Nord, donc du coup avec beaucoup de bisbilles entre les deux, donc ça n'a pas vu le jour. Mais là aussi, on voit bien à quel point le but était de s'appuyer sur les chemins de fer existants et de relier entre elles les grandes gares parisiennes qui existaient déjà. Et donc le métro arrive en 1900, ne s'appuie absolument pas sur les chemins de fer existants. Et donc par exemple, la ligne 1 du métro qui va dès son origine de la porte de Vincennes à la porte Maillot, juillet 1900, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient doubler un tout petit peu le chemin de fer de Vincennes, et à la Bastille, elle continue au centre de Paris, mais sans se préoccuper de ce qui existe déjà. Seulement, à partir des années 20, on commence à se rendre compte que c'est un peu gênant quand même d'avoir fait ça, parce que le gros problème, c'est que le métro, c'est pas du tout porté par les grandes compagnies de chemin de fer, c'était un chemin de fer par Paris, donc par la ville de Paris, et uniquement pour Paris. Donc il ne dépasse surtout pas les portes de Paris. Le gros problème, c'est que les banlieues, elles existent déjà. Et les banlieues, elles ont besoin de transports en commun et pas juste des trams qui sont là, certes, mais qui sont quand même moins efficaces. Donc du coup, à partir des années 30, on finit par revenir un peu sur les décisions des années 1900 et on se dit qu'il serait peut-être bon de prolonger le métro hors de Paris. Et on a ici ce plan qui date de 1929, le plan Langevin, qui est très intéressant, puisqu'on envisage déjà de prolonger la ligne 1 jusqu'au fort de Vincennes.
la ligne 8 jusqu'à la mairie de Charenton, la ligne 4 jusqu'à Arcueil. Ça veut dire en réalité, par exemple, pour la ligne 4, qu'il a fallu attendre quasiment 100 ans entre l'idée de prolonger la ligne 4 de la Porte d'Orléans jusqu'à Arcueil, et c'est seulement là très récemment que ça a été prolongé au-delà de Montrouge. Donc c'est vous dire à quel point les choses prennent du temps à Paris. Bref, du coup, ce premier projet de 1929, et là ici, cette carte-là, elle est absolument extraordinaire. On est en 1929, et là, ce monsieur Langevin, regardez à quel point il était visionnaire. J'insiste vraiment là-dessus, parce que vous avez déjà l'idée de fusionner entre elles les lignes de banlieue de Saint-Lazare et justement notre ligne de Vincennes, en passant par le centre de Paris, ici. De la même manière, fusionner la ligne de Sceaux avec les lignes du Nord, en passant par le centre de Paris. Si ça, c'est pas l'ancêtre du RER, bah si, clairement, c'est exactement ça, et ça date de 1929. C'est quand même extraordinaire. En attendant du coup que se réalise ce projet, qu'est-ce qu'on fait? On prolonge le métro hors de Paris, donc là en l'occurrence c'est en 1934. On prolonge la ligne 1 de Porte de Vincennes jusqu'au château de Vincennes, avec justement des rames Sprague qui arrivent, comme vous connaissez bien, à la gare du château de Vincennes, station, pardon. Et en parallèle, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, notre fameuse ligne de Sceaux dont je vous parlais tout à l'heure, elle va servir de laboratoire d'expérimentation. Et en fait, à la base, elle était opérée par la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, le PO, une gare d'Austerlitz. C'était elle qui gérait la ligne de Sceaux. Finalement, l'exploitation est transférée à la ville de Paris, à la CMP. Et la CMP va l'électrifier. Et donc, la date n'est pas bonne du tout, je me suis trompé, c'est 1937. On a donc l'électrification de la ligne de Sceaux et les motrices Z qui vont commencer à arpenter le sud parisien pour 50 ans. C'est quand même pas mal. On passe à 1941 et on arrive à ce que j'ai appelé la dictature de Jean Berthelot. Alors lui, c'était un technicien, pour le coup, très proche du maréchal, et qu'il a nommé secrétaire d'État au transport et aux communications, du coup, à l'époque de Vichy. Et étant donné que c'était une époque où on voyait les choses de manière assez particulière, il veut faire table rase du passé, donc la séparation entre réseaux de surface et réseaux souterrains, on l'abolit. La séparation entre la SNCF, la CMP, donc l'ancêtre de la RATP, on l'abolit aussi. On fusionne tout ça et on fait vraiment un plan d'ensemble pour l'entièreté de la région Île-de-France, pour tous les transports. Finalement, c'est ce qu'on cherche encore à faire aujourd'hui, c'est ça le pire. Mais justement, il y avait déjà cette vision, alors portée par un personnage assez discutable, ça c'est moins qu'on puisse dire, mais en tout cas, on avait déjà la volonté de faire un plan d'ensemble pour les transports d'une manière générale à l'échelle de la région Île-de-France, dès 1941. Et déjà à ce moment-là, l'idée de fusionner la ligne de Vincennes avec le reste des autres lignes et de l'électrifier, 1941. On avance un peu dans le temps, on arrive sur deux personnages que je préfère largement, qui s'appellent Pierre Sudreau et Paul Delouvrier. Tous deux grands résistants. Et Pierre Sudreau, qui est à gauche, a été nommé par le général de Gaulle commissaire à la construction et à l'urbanisme de la région parisienne en 1955. Et donc c'est lui qui va ressortir des cartons justement cette idée de moderniser complètement les transports parisiens et donc de faire du chemin de fer à grand gabarit qui va préfigurer véritablement le RER. C'est vraiment à partir de là justement que les premiers projets sont lancés. Et on a à côté Paul Delouvrier qui a été nommé par Pierre Sudreau délégué général au district de la région parisienne en 1961 et accessoirement il est le père des villes nouvelles. Par exemple Cergy ou Noisy-le-Grand, tout ça c'est des villes nouvelles. Et justement, c'est lui qui a eu l'idée de développer l'urbanisme, non pas aux portes de Paris, mais un peu plus loin. Et donc l'idée justement de ce nouveau plan de transport qui commence à être très sérieusement envisagé, c'est justement de desservir ces futures villes nouvelles. Et justement ces deux personnages sont les pères fondateurs du schéma directeur de 1965, comme on le voit ici, avec des axes structurants de transport, que ce soit des transports routiers ou des transports ferroviaires. Et c'est justement là qu'arrive l'idée de faire véritablement le RER. Alors il avait déjà été validé dès 1960, mais là pour le coup on a cet immense plan d'ensemble qui est adopté définitivement en 1965 et qui va donner naissance à tout le réseau de RER qu'on connaît aujourd'hui. Là ici c'est très intéressant puisqu'on voit véritablement, donc là ici tout ça en hachuré, c'est la zone nouvelle à développer avec les villes nouvelles, donc de Noisy-le-Grand et Brie-sur-Marne, Noisy-le-Grand.
Et là, on voit ici vraiment le tracé de la ligne de Vincennes fusionnée à la ligne de Saint-Germain, donc vraiment la ligne A du RER qui est sur le point de naître. Également dans le schéma de 65, ce qui est très intéressant, c'est qu'on envisage deux lignes nord-sud. La première à droite qui vise à fusionner les lignes du nord et les lignes qui vont vers Melun, mais également une autre qui n'a jamais vu le jour, et ça c'est quelque chose de très intéressant. On fusionne les lignes de Pontoise avec les lignes de Trappes, avec une autre nord-sud, mais située à l'ouest de Paris. Et ça, en fait, c'est le fameux RER F, qui n'a jamais été construit malheureusement, mais qui aurait dû l'être, tel qu'envisagé dans le schéma de 1965. Là également, cette carte qui résume en fait ce que je vous ai dit, avec deux radiales nord-sud et une radiale est-ouest, avec une gare centrale située au Châtelet, comme là on peut le voir sur cette autre carte, avec justement l'avant-projet de ligne régionale est-ouest, donc qui fusionne bien les lignes de Saint-Germain, deux tracés qui étaient prévus dans le centre de Paris, le premier qui passait par Concorde avant d'aller vers Châtelet, et le deuxième qui finalement a été privilégié, qui dessert Havre-Caumartin, qui finalement s'appelle maintenant Aubert. Voilà, vous connaissez bien. Là alors, malheureusement, un raccourcissement en réalité, il y a eu une petite erreur de typo. Le RER, comme vous l'avez vu sur la carte juste avant, il va grosso modo de Saint-Germain-en-Laye jusqu'à Boissy-Saint-Léger, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, la ligne, elle allait bien au-delà, puisqu'elle allait vers Verneuil-l'Étang, voire jusqu'à Marlembry. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est que tous ces territoires-là étaient quand même faiblement urbanisés, donc faiblement urbanisés, pas une énorme clientèle, donc c'était pas très rentable à exploiter. Donc en fait, il y a une fermeture en fait de certains tronçons par étape. Et donc là, dès 1931, on ferme le tronçon entre Verneuil-l'Étang et Marlembry, donc le tronçon le plus à l'extrême est, on n'en parle plus. En 1939, carrément de Verneuil-l'Étang jusqu'à Brie-Comte-Robert, on raccourcit encore la ligne. Finalement, de Brie-Comte-Robert jusqu'à Boissy-Saint-Léger, là aussi, ça a été abandonné en 1940. Finalement, à la fin de la guerre, ça a été rouvert avec un autorail. Mais finalement, l'autorail, c'était pas rentable. Donc, du coup, finalement, on a fait un car. Mais le car, ça ne transporte pas du tout autant de monde qu'un train. Donc, du coup, les voyageurs n'étaient pas spécialement au rendez-vous. Pas spécialement au rendez-vous, donc, du coup, recette trop faible. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On supprime. Un schéma qui, malheureusement, est bien connu de pas mal de petites lignes de chemin de fer. Donc malheureusement, on arrive en 1953, et en fait, la partie Boissy-Saint-Léger-Brie-Comte-Robert, déjà à ce moment-là, on n'en parle plus, donc vous voyez bien à quel point notre pauvre ligne de Vincennes a été amputée d'une sérieuse partie dès cette époque-là. On arrive donc à la transformation pour de vrai de la ligne de Vincennes vers le RER A, là nous sommes à Boissy. On a ce contraste absolument saisissant entre le train à vapeur, qui fait quand même assez archaïque, et le métro moderne que je vous montrais tout à l'heure. C'est une autre vue que j'aime beaucoup à Boissy-Saint-Léger. Là, ici, exactement la même chose. On a carrément une locomotive à vapeur, bien fumante, qui est sous les caténaires 1500 volts, juste à côté. Là, on ne la voit pas sur cette photo, mais on a encore la signalisation mécanique de l'Est qui cohabite avec la nouvelle signalisation RATP qui est sur le point d'être mise en service. Là, on a vraiment la collision frontale entre deux époques, qu'on retrouve de la même manière sur cette photo. Là, on voit un petit peu mieux la locomotive et les voitures. C'est pour ça que je vous l'ai mise. Là également, la transition encore plus flagrante. On a carrément une rame du RER A qui vient d'être livrée à Boissy. Et là, pour quelques temps encore, probablement quelques semaines à peine, encore un train à vapeur qui assure la jonction entre Boissy et la Bastille. À la gare de Saint-Mandé, j'avais un peu envie de faire un focus sur elle quand même, parce que là, du coup, nous sommes vraiment dans les dernières semaines de l'exploitation de la ligne de Vincennes à l'époque de la vapeur. Donc là, je vous présente 3 photos qui ont été prises alors qu'il faisait extrêmement froid, une grosse vague de froid en 1969, enfin hiver 68-69. Et donc là, on est sur les quais de la ligne de la Bastille. La locomotive fume comme c'est pas permis, parce que plus il fait froid, plus elle fume. Et là, on a encore le bâtiment de la gare de Saint-Mandé qui est desservi, mais juste pour quelques semaines encore. Et là, on voit encore notre locomotive qui est en train de sortir du tunnel de Saint-Mandé. Et alors, qu'est-ce qui se passe à partir de 1968 ? Là, on est vraiment sur le passage très concret entre l'ancienne ligne de Vincennes et le nouveau RER A. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on pose une voie provisoire sur le quai qui est situé juste ici.
Cette voie provisoire, elle va servir à continuer à faire l'exploitation de la ligne de Vincennes. Donc là, les trains peuvent continuer à aller vers la Bastille, comme ceci. Mais par contre, à côté, vous reconnaissez bien la trémie du futur RER A qui est en cours de construction. Là, alors cette photo, je l'adore. Elle est extraordinaire. Puisqu'on est à l'été 1969, donc juste à la toute fin de l'exploitation, le dernier été de la ligne de Vincennes. On a les installations du RER A qui n'ont pas encore été inaugurées, qui sont juste à droite, et à gauche, une locomotive qui est au niveau de la gare de Saint-Mandé et qui se rend au dépôt de Nogent. Cette photo-là, elle est vraiment incroyable parce qu'on a vraiment les caténaires qui sont déjà en place, la signalisation aussi, tout est en place pour le RER, et encore la vieille locomotive qui fait le trajet. Là, on est en novembre 1969, tout est prêt, et on a un train de reconnaissance de la SNCF qui est en train de parcourir la ligne pour vérifier si tout va bien, justement qui émerge du tunnel du RER A, juste à côté de l'ancienne gare de Saint-Mandé, qui n'est plus desservie du coup à partir de l'été 1968. C'est à ce moment-là qu'elle a cessé de fonctionner. Et là, 1970, ça y est, la transition est achevée. Le bâtiment de la gare de Saint-Mandé n'est plus utilisé, malheureusement. On a toujours une voie qui est là pour permettre la desserte de la gare de Reuilly, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est indispensable pour les marchandises. Et là, on a un RER A qui est en train de se diriger vers la nouvelle gare de Nation. Et ça tombe bien parce que là, c'est Bastille, la fin, c'est véritablement ça. À partir justement de l'été 1969, même un peu avant, on a, attention, le 14 décembre 69, fermeture de cette gare au service voyageurs, report de la tête de ligne à la station RATP Nation. Voilà. Donc là, on est vraiment sur la fin. Là, je vous mets encore quelques images justement des derniers temps de notre fameuse gare de la Bastille en tant que gare, vraiment. Et là, le 14 décembre 1969, à 0h50 précisément, le tout dernier train qui part de la gare de la Bastille pour se diriger vers Boissy. La ligne de Vincennes prend fin dans un grand soupir de vapeur. Beaucoup de fans avaient fait le déplacement parce que c'était quand même la fin de l'exploitation vapeur sur une ligne qui n'avait connu que ça. Et des gens qui avaient bravé le froid parce que, d'après ce que j'ai lu, il faisait moins 10 degrés quand même cette nuit-là. Donc c'est dire que vraiment c'était pour rendre un dernier hommage à cette fameuse ligne de Vincennes exploitée à la vapeur. Et le lendemain, dès le début du service, qu'est-ce qu'on a ? On passe de la gare de Bastille à la gare de Nation, donc de la surface au souterrain, avec une rame MS61 flambant neuve, elles étaient bleues à l'époque, qui est à sa tête de ligne de Nation, prête à reprendre le service comme si de rien n'était, j'ai presque envie de dire. Là, ici, nous sommes toujours à la gare de Nation. D'ailleurs, il y a un truc qui est assez amusant. C'est toujours le cas aujourd'hui. Si vous regardez en direction de Vincennes, le quai est plus large. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'était de permettre aux gens de patienter en prenant le train, justement, vers la banlieue, puisque à la base, c'était un terminus. Donc là, on a deux vues, justement, des trains tout neufs. Mais il faut vraiment se rendre compte du contraste pour les gens. On passe de locomotives vapeur avec des voitures qui datent des années 40 dans leur conception, voire même un peu avant, à des trains flambant neufs, électriques, tout le confort moderne. Et accessoirement, en termes d'exploitation, là, c'est pour ça que j'ai mis cette stat, on passe de 34 allers-retours par jour de Paris à Boissy à 120. C'est quand même pas rien. Donc c'est vous dire en fait à quel point vraiment le RER était absolument nécessaire pour justement assurer une vraie desserte des communes qui sont traversées. Alors, on a ce point de bascule qui est très important à comprendre. Comment est-ce qu'on a fait en fait pour le tunnel ? Donc ça, c'est le tracé avant. Donc on part de la Bastille ici, on se dirige vers Reuilly, Saint-Mandé, Vincennes, Fontenay, etc. J'ai mon pointeur qui donne des signes de faiblesse. Mais là ici, la transition, comme ceci. On a donc la ligne A, du coup, qui part de Nation. J'ai quand même mis la gare de Lyon histoire qu'on puisse se situer, mais qui en fait, vous voyez bien, reprend le tracé de la ligne de Vincennes au niveau de Vincennes, mais par contre avant, qui emprunte bien un nouveau tunnel qui a été créé pour desservir la gare de Nation. Voilà.
Ensuite, le RER, bon, on va passer très très rapidement là-dessus. Une jonction par étape. Donc la première étape, c'est 69, ça je vous en ai parlé. En 70, on rajoute le tronçon ouest, le premier entre La Défense et Charles de Gaulle Étoile. En 71, on ajoute jusqu'à Aubert. 72 jusqu'à Saint-Germain-en-Laye. Donc ça y est, là, la jonction est presque faite. À part que non, parce qu'il faut attendre encore 5 ans pour faire le tronçon central, puisque les ingénieurs ont rencontré d'énormes difficultés pour construire le tronçon central entre Charles de Gaulle Étoile et Nation. Donc tout ça n'a vu le jour que 5 ans après. En 1980, on rajoute la nouvelle branche qui va vers Torcy, sachant qu'en réalité, on avait déjà la branche vers Noisy-le-Grand. En 88, on va vers Cergy. Et en 2002, vous avez vu, on a rajouté la branche de Poissy et on va carrément vers Marne-la-Vallée-Chessy. Et en 2002, on a rajouté, là, la ligne est quasiment au complet. Donc voilà, vous avez vu comment ce que le RER A s'est construit par étapes. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait la coulée verte. Mais là non plus, ça ne s'est pas fait en un jour. Parce que, certes, 69, c'est la fin de l'exploitation vapeur sur la ligne de Vincennes, mais la gare de Reuilly a continué à voir passer un trafic marchandises très important jusqu'en 1985. Comment est-ce qu'on a fait? Du coup, via la voie qui était provisoire au niveau de Saint-Mandé, ça je vous en ai parlé, mais également et surtout via le raccordement avec la petite ceinture que j'évoquais au début. Et en 1984, là malheureusement, Noël 1984, la gare de la Bastille est démolie pour laisser place à l'Opéra Bastille, que l'on voit en construction ici. On a une maquette juste là pour montrer la manière dont elle vient s'insérer sur la place, que je trouvais plutôt intéressante. Et ce projet-là a été validé au tout début des années 80 pour pour marquer le centenaire justement de la Révolution. La coulée verte a été décidée peu après. Donc en 1985, on a déféré en fait au niveau de la gare de Reuilly, puisque les installations ont été transférées en banlieue et tout le reste par camion. Et donc, on a décidé non pas de démolir le viaduc de l'avenue Daumesnil comme la mairie de Paris l'aurait bien voulu au départ. Ça, elle aimerait bien nous le faire oublier aujourd'hui, mais en l'occurrence, on a les sources. Et oui, ça sert l'histoire. Et il se trouve que finalement, ils se sont dit, mais en fait, si on restaurait le viaduc Daumesnil, on pourrait faire une promenade. Et sous la promenade, on pourrait faire justement de l'artisanat d'art en écho aux artisans d'art qui étaient situés sur le faubourg Saint-Antoine. Et donc c'est ainsi qu'on a maintenant l'Opéra de la Bastille à la place de la gare de la Bastille, et le viaduc des Arts, qui reprend vraiment, c'est bien lui, le viaduc de l'avenue Daumesnil sur lesquels il y avait les trains auparavant. Et donc maintenant, c'est dédié aux artisans d'art. Là, ici, on a le tracé de la ligne avec des photos qui sont très récentes, puisque je les ai capturées il y a tout juste une semaine. Voilà. Là, ici, on est au niveau de la pelouse de Reuilly. Donc on n'a absolument pas idée à quel point les installations marchandises de la gare de Reuilly étaient importantes. Et ça livrait notamment, justement, les artisans d'art en bois, justement, pour les ébénistes. Là, ici, on est au niveau de l'ancien tunnel. Là, on est au niveau de l'ancienne gare de Bel-Air, Vincennes et Bel-Air-Ceinture. Et là, notre ligne continue vers le périph' et ensuite vers Saint-Mandé. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà du périph', le tunnel, en fait, il existe toujours. Seulement, il n'est pas visible par tout le monde. Il faut être invité. Et donc là, on a le tunnel qui est parfaitement propre, qui est ici. Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'on a une construction là, qui est là, c'est marqué niveau tunnel. C'est étrange, ça. Et qu'est-ce que c'est? En fait, pour ça, il faut aller sur la slide suivante. Et on a rue de la Première Division française, qui a été recouverte, du coup. Et on a le gymnase André Benzoni, et qui justement est situé juste au-dessus de l'ancien tunnel de la ligne de Vincennes. Et le gymnase d'ailleurs qui a été construit littéralement, si je ne dis pas de bêtises, sur les emprises de la ligne de Vincennes à cet endroit-là. Et là, si on se dirige carrément sur les anciens quais de la ligne de Vincennes au niveau de la gare de Saint-Mandé, voilà ce qu'on a comme vue. Là, ici, c'est ce qui a remplacé la gare de Saint-Mandé. C'était l'ancien hôtel de police qui a pris le nom de l'organiste Pierre Cochereau qui habitait à Saint-Mandé. Et donc on a l'ancien tunnel qui a été muré, qui est ici, le bâtiment qui a été construit dans les années 80 juste au-dessus, et quand on se dirige sur le côté,
on est vraiment pile sur les anciens quais de la gare de Saint-Mandé et un RER qui là est en train d'entrer dans le tunnel en se dirigeant vers la gare de Nation. Et ça, c'est une photo que j'ai prise en avril dernier. Là, de la même manière, là, on voit bien le train du RER A qui est en train de se diriger vers le tunnel et on voit vraiment la manière dont le tunnel du RER vient se placer sur le côté en fait, de la plateforme qui était dédiée à la ligne de Vincennes. Alors celle-là, j'ai pas pu résister à la mettre. Franchement, j'avais super envie parce que pour le coup, elle est juste extraordinaire. On est à Sucy, là encore. Et en fait, à Sucy, la RATP avait une base d'essai qui était très importante, notamment pour tester les nouveaux matériels sur pneus. Et donc, on a ceci, qui est une rame de la ligne 1, qui maintenant a été transférée à la ligne 6, après avoir fait un trajet sur la 4. Et en fait, donc là, elle est en cours de test dans les années 90 à Sucy. Et juste à côté, qu'est-ce qu'on a? Un RER qui est en train de faire son service comme si de rien n'était. Et le contraste entre les deux matériels, le premier qui date des années 60, l'autre qui préfigure les années 2000, franchement, je trouve ça absolument extraordinaire. Et également, en guise d'ouverture, de la ligne de Vincennes au TGV, oui, carrément, puisque vous avez un petit bout de la ligne de Vincennes qui va se situer à peu près ici, et qui en fait est réutilisé par les TGV de la ligne de Paris à Lyon. Oui, carrément. Rien ne se perd, tout se transforme. Là, ici, on est du côté de Brie-sur-Marne et on a un Eurostar qui est en train de croiser un Thalys. Et c'est précisément à l'endroit où il y avait les trains à vapeur de la ligne de Vincennes. C'est quand même marrant. Parce que en vert, vous avez le tracé de la ligne de Vincennes qui, au-delà justement de Sucy-en-Brie, Limeil-Brévannes, Valenton, etc., Villecrène, se dirige vers Brie-Comte-Robert. Et pile à cet endroit-là, en jaune, on a le tracé qui a été récupéré par la ligne à grande vitesse, et ensuite qui se dirige vers la droite de cette carte, vers le triangle de Coubert. Et là, sur le trait jaune, vous voyez, qui se dirige vers la droite de la carte, c'est ce que l'on appelle la ligne d'interconnexion Est. Et c'est elle qui permet au TGV, par exemple, d'aller de Lyon jusqu'à Lille, directement sans passer par le centre de Paris. Et là, en fait, en remontant sur la carte, on se dirige vers la nouvelle gare TGV de Marne-la-Vallée et également de Roissy. Tout ça, en fait, vient s'insérer sur du chemin de fer qui existait déjà largement auparavant. Comme quoi, finalement, notre ligne de Vincennes, elle est née en 1859, mais il faut bien se rendre compte, finalement, à quel point, finalement, elle s'inscrit encore dans le présent. On est passé de la vapeur au TGV, mais ça prouve bien à quel point les infrastructures ferroviaires, il faut absolument les préserver. Voilà. Voici ce qui conclut du coup cette conférence sur la ligne de Vincennes, de ses origines jusqu'à nos jours. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, on a un temps d'échange qui est prévu juste après. Si vous voulez en savoir plus sur la petite ceinture et sur la ligne de Vincennes, n'hésitez pas bien évidemment à aller sur notre site petiteceinture.org. Si vous avez la possibilité, vous pouvez flasher le QR code qui est situé juste à droite pour aller directement sur notre site. Et sinon, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Et comme ça, vous pourrez en apprendre encore davantage sur l'histoire passionnante de la ligne de Vincennes. Voilà. Merci Jean-Nicolas pour cet exposé passionnant, captivant. Et effectivement, le 16 avril 2025, avec l'autorisation de la municipalité, tu as eu l'occasion de photographier et à la fois le tunnel de chemin de fer de Saint-Mandé, près de 220 mètres. 200. Alors actuel, il fait plus de 272 parce qu'il était légèrement amputé, mais à l'origine, il faisait 270 et quelques mètres de long entre justement le boulevard Carnot et Saint-Mandé. Et j'en profite vraiment pour remercier Mathieu et les équipes de la municipalité de Saint-Mandé de m'avoir donné cette opportunité de visiter ces infrastructures qui sont vraiment extraordinaires. De surcroît que les quais de la gare de Saint-Mandé s'apprêtent à disparaître dans quelques semaines avec le projet immobilier qui va voir le jour sur la place de la mairie à Saint-Mandé. Donc c'était des clichés pour l'histoire, pour le coup. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, une question. Il y en a un micro qui va circuler. Alors, monsieur, juste là d'abord. Alors, le micro circule, le micro circule. Hop.
Alors, je vous écoute. Oui, bonjour. Merci tout d'abord pour votre conférence qui était super instructive. Merci beaucoup. Vous avez parlé donc brièvement du raccord qu'il y avait avec la petite ceinture Mhm. et autres. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'évocations des problématiques qu'on a actuellement. On sait que le RER et à plus long terme le métro vont être ouverts à la concurrence. Tout à On fait. va plus être en modèle d'opérateur unique, etc. Et donc, comme vous l'avez dit à l'époque, il y avait au tout début une société privée qui exploitait la ligne de Vincennes, mais en même temps, cette ligne était raccordée à Petite Ceinture. Tout à Donc fait. j'aurais bien aimé savoir déjà qui a réalisé le raccordement. Est-ce que c'est la compagnie privée ou est-ce que ça a été un travail public? Et ensuite, comment est-ce que vous pensez qu'on peut s'inspirer de ce modèle passé et de comment ça a été fait pour le bouleversement qui est à venir de l'organisation des transports en Île-de-France, et notamment du ferroviaire, du métro et de tout ce qui va être ouvert à la concurrence et aux opérateurs privés. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, c'est très intéressant. Alors, ce raccordement, il a été ouvert dès le départ, en fait, dès 1859. Et à vrai dire, il a même été mis en service avant même l'ouverture de la ligne, puisque il fallait livrer les matériels et le combustible à la ligne de Vincennes. Ce raccordement, il a été fait à l'initiative de la compagnie de chemin de fer de l'Est, sachant que pour la petite ceinture, en fait, il y avait ce que l'on appelait le syndicat de ceinture, qui était une sorte de jonction en fait entre toutes les grandes compagnies de chemin de fer, et qui du coup se mettaient d'accord pour la circulation des trains, l'organisation des trafics, etc., etc. Mais ça montre bien à quel point il est absolument nécessaire d'avoir justement ces points de jonction entre les différentes compagnies qui ne doivent en aucun cas rester des entités isolées les unes des autres, et à quel point au contraire il faut absolument avoir des nœuds de communication qui permettent les échanges matériels et qui permettent d'avoir une unification du réseau, ce qui permet justement un développement du trafic qui se fait efficacement et avec fluidité. Et si on n'a pas ça, clairement, ça donne des absurdités, comme par exemple le réseau de tramway francilien qui n'en est pas un, puisque aucun des tramways n'est au même gabarit, c'est pas les mêmes largeurs, c'est pas les mêmes longueurs, c'est pas les mêmes ateliers, voire même pire. Vous prenez le T6 par exemple, qui est un tramway sur pneus et qui n'est absolument pas compatible avec les autres tramways, et donc du coup, ça empêche ce que l'on appelle de faire un effet réseau et qui est extrêmement bénéfique, non seulement en termes d'exploitation, puisqu'on a une rationalisation des coûts, mais aussi pour les voyageurs, puisqu'on peut justement faire un service plus efficace. Donc là où votre question est particulièrement pertinente, c'est que justement avec les questions du Grand Paris, avec les questions de privatisation des réseaux, il faut absolument avoir des raccordements entre eux. Et c'est aussi pour ça justement qu'il faut absolument préserver les réseaux ferrés existants, et notamment la petite ceinture, puisque on ne sait pas en fait de quoi l'avenir sera fait. Et posséder une infrastructure de transport double voie grand gabarit en plein cœur de la région Île-de-France ou dans le cas de la ligne de Vincennes qui existe, en fait, c'est absolument indispensable comme réserve de capacité. C'est pas parce que ça ne sert pas aujourd'hui que ça ne peut pas servir demain. Donc il faut absolument préserver l'existant pour parer justement à l'avenir. Et on le voit justement aussi avec le tronçon de la ligne de Vincennes qui était situé au-delà de Sucy-en-Brie, puisqu'il va y avoir une toute petite partie qui est évoquée pour être utilisée par la future ligne 18 du Grand Paris Express. Donc ça montre à quel point justement la réutilisation d'infrastructures existantes est quelque chose qui non seulement est souhaitable, mais qui est particulièrement rationnel. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'imagine que oui. Alors, je crois qu'il y avait... il y avait une question là-haut, juste à côté en plus. Et alors... Oui. Donc, Château de Vincennes. Mm-hmm. Et il y a une grande question sur la prolongation après le château pour aller à Fontenay, tout à etc. fait. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez des gossips? Alors, la ligne 1 du métro, du coup, puisque c'est d'elle dont il s'agit, elle a été prolongée en 1934 jusqu'à Vincennes, et effectivement, ça fait depuis 1934 que elle ne va pas au-delà. Et il y a justement cette volonté de la faire aller jusqu'aux nœuds de communication A et E à l'est de Paris. Ça avait été bloqué pour une question d'arbre au niveau du bois de Vincennes, je passe. Mais là, en l'occurrence, il y a bel et bien la volonté, notamment au niveau de la région Île-de-France et de l'Île-de-France Mobilité, de faire avancer le projet pour que justement ce prolongement voit le jour. Et donc là, d'ici, alors ça va prendre du temps évidemment, parce que pour des projets d'infrastructure comme cela, ça prend minimum une dizaine d'années. Mais en tout cas, ça devrait avancer de manière concrète
dans les années à venir. Sachant que là, les prolongements de métro en banlieue sont quand même clairement revenus au cœur du débat, parce que là, on a eu par exemple le prolongement de la ligne 11 jusqu'à Rosny-Bois-Perrier il y a bientôt 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. On a la ligne 4 qui a enfin été prolongée au sud vers Bagneux. Et là, on parle par exemple de prolonger la ligne 10 vers Ivry, bien au-delà de la gare d'Austerlitz. Donc pour le coup, tout ça, c'est des projets de grande infrastructure, mais qui visent à corriger une faiblesse initiale du réseau du métro de Paris, qui a été conçu exclusivement pour la ville de Paris et pas au-delà. Et c'est seulement maintenant, plus d'un siècle plus tard, qu'enfin on vient corriger ce défaut. Vous avez d'autres questions, je crois, par là. Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il était prévu de prolonger la ligne A vers les Guignes, pour le coup, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais non, pour le coup, non, parce qu'en plus, vers Brie-Comte-Robert, tout ça, ça a été récupéré par la ligne à grande vitesse. Donc vraiment, les infrastructures sont circulées aujourd'hui par cette infrastructure à grande vitesse. Donc pour le coup, il n'y a pas de possibilité de remettre la ligne A à cet endroit-là. Et de toute façon, je pense que Île-de-France Mobilité jugerait que les prévisions de trafic seraient malheureusement trop faibles. Ce que je regrette d'ailleurs, parce que pour le coup, au contraire, il faudrait desservir mieux tous ces coins d'Île-de-France un peu plus excentrés. Mais pour l'instant, il n'y a pas de velléité de prolongement du RER vers l'Est. Il y avait une question. Oui. Juste. Ouais. Voilà. Parfait. Ah, je crois que le micro n'est pas. Oui, je voudrais savoir qui a imaginé et réalisé la fantastique affiche pour cette belle conférence. Ah, je repasse le micro à Mathieu. Notre graphiste, tout simplement, qui est Vincennois, qui nous suit depuis le début et qui a eu cette idée de rajouter une locomotive à vapeur. Je crois qu'on avait une question juste devant de madame. Oui, bonjour. Bonjour madame. Non, c'était juste pour vous dire que depuis les débuts des années 60, on entendait déjà la prolongation du métro de oui, bien sûr. Alors ça fait bien sûr. un petit moment. Ah, ça c'est sûr. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, c'est pas prolongation mais prolongement, on dit dans le langage ferroviaire. J'ai pas pu m'empêcher. Mais oui, non, effectivement, c'est des projets de longue haleine. Et quand on voit justement que le fait de faire la jonction entre la ligne de Saint-Germain et la ligne de Vincennes, que ça date de 1929, les premières idées, et que c'est seulement 40 ans après, en 1969, que ça a vu le jour, on se dit, bon, finalement, en fait, pour le prolongement au-delà de Vincennes, finalement, on est dans les temps. Vous avez d'autres questions, je crois, oui, par là-bas. Dans le micro, s'il vous plaît, hop, pour que tout le monde entende. Bonjour. Bonjour, madame. Je voulais savoir où était située la gare de Bel-Air, en fait. Alors, Bel-Air, je vais regarder si j'ai pas une vue qui montre ça. Normalement, j'ai. Tac. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Veuillez patienter, une hôtesse va intervenir devant le lecteur de code barre. Je l'avais, je ne l'ai plus, j'ai trop de slides, donc du coup forcément j'arrive plus à la retrouver. Bon, c'est pas grave, on va prendre celle-ci. Donc, vous avez Bastille qui est là, et ici c'est Nation. On va descendre un tout petit peu en dessous, et vous voyez là ici le trait vert qui continue comme ça. On a la petite ceinture qui vient comme ceci. Et la gare de Bel-Air était située pile à cet endroit-là. Voilà. Vers la rue du Sahel, vers la rue Montempoivre. Voilà. Ouais. Voilà. Et Dans donc, ces eaux-là. Elle a été démolie. Malheureusement, oui, elle a été démolie. La démolition du bâtiment de Bel-Air Ceinture, ça date de 1968 ou 69 à peu près. Sachant que ça a été déféré après, en 1985 ou 86. Donc c'est vraiment dans ces eaux-là. Mais l'endroit est toujours visible, la petite ceinture passe toujours à cet endroit. On a démoli la gare, certes, mais on a remplacé simplement par un viaduc en béton tout simple.
mais la petite ceinture passe bel et bien toujours à cet endroit-là, et il y a une promenade qui a été ouverte en 2016 ou 2018, non plutôt 2018-2019, à cet endroit. Donc vous pouvez passer à pied, pile à cet endroit, et passer de la coulée verte, donc l'ancienne ligne de la Bastille, à la petite ceinture via un escalier métallique. Voilà. Mais on est pile à l'emplacement de Bel-Air, et j'insiste aussi pour faire le distinguo entre le statut de la ligne de Vincennes, qui pour le coup dans Paris, maintenant est complètement désaffecté, n'appartient absolument plus au réseau ferré national, donc c'est plus considéré comme une infrastructure de chemin de fer, à la différence de la petite ceinture qui, elle, par contre, non seulement est toujours considérée comme une infra de chemin de fer, appartient toujours au réseau ferré national, donc au même titre que par exemple la ligne de Paris à Lyon, et qui appartient toujours à la SNCF. Donc pour le coup, il y a vraiment un distinguo entre les deux. L'une est encore une ligne de chemin de fer, la petite ceinture, l'autre a été remplacée par et RER A, comme on l'a évoqué. On va prendre une dernière question par ici. Oui, merci beaucoup pour cette conférence. Avec plaisir. Instructive et passionnante. Juste une remarque d'historien. On a vu à un moment donné la station Nation du RER, oui, avec ces banquettes rouge sang. Ah, un choix curieux. banquette en sky. Non, en plastique, celles qui étaient les premières. Oui. Qui étaient vraiment cette couleur. Et alors moi j'ai toujours vu, je ne sais pas si ça a été, mais comme vous avez parlé de Louis XVI, au-dessus il y avait la guillotine, la place du trône devenue place du trône renversée sous la Révolution. Effectivement. Et donc ça m'a toujours évoqué les centaines de guillotinés qui reposent maintenant au cimetière de Picpus, dans les fosses communes du cimetière de Picpus. C'est vrai. Je ne sais pas qui a choisi cette couleur rouge sang qu'on retrouve, je ne crois pas, dans d'autres stations du RER. Non, c'est vrai, effectivement. C'est un choix que j'ai toujours trouvé hasardeux. C'est hasardeux comme choix, effectivement. C'est vrai. Pour le coup, là, on voit bien là, sur cette autre vue les sièges. Effectivement, alors, mais c'était très moderne. C'était justement pour évoquer justement la modernité, etc., parce que la station est plutôt dans les tons béton. Et là, du coup, c'était pour avoir une touche de couleur très distinctive, puisque chaque garde va avoir son identité en termes de couleur. Après, pourquoi est-ce que c'est le rouge qui a été choisi pour la garde nation ? Là, effectivement, je vous rejoins sur le fait que c'est un peu périlleux comme exercice. Voilà. Merci à toutes et à tous. Ce que je vous propose, c'est peut-être de prolonger pour celles et ceux qui le souhaitent autour d'un verre. Et puis, merci Jean-Nicolas pour cet exposé vraiment très intéressant. Merci.